Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la gestion des déchets en Afrique. Nous en parlons avec Edem Dalmeda, directeur général d'Africa Global Recycling. Alors, monsieur Dalmeda, le tri à la source suppose qu'on ait plusieurs poubelles. Alors, n'est-ce pas illusoire d'imaginer que dans nos pays où la réalité est que même dans certains ménages, on n'a même pas une seule poubelle, de parler de tri à la base? Alors, on peut faire le tri à la source. Je suis convaincu que nos ménages sont capables de faire le tri à la source. Mais, vous savez, en Europe, on va faire le tri à la source en imposant, avec la taxe, avec tel ou tel mécanisme fiscal, de contribuer à ce tri. La question ne peut pas se poser de cette façon chez nous. Vous ne pouvez pas dire à un ménage où des enfants ont du mal à aller à l'école parce que la scolarité n'est pas payée, ont du mal à se soigner, ont du mal parce que à la retraite, ils se retrouvent avec 3 000 francs ou 4 000 francs CFA, de leur faire la leçon en disant trier parce que c'est bien pour la planète. Pardonnez-moi le terme, nous n'en avons rien à faire. Et ça, c'est une réalité. Par contre, demandez à ces ménages qui sont dans une précarité que nous connaissons, qu'il est possible de gagner 200 francs, 300 francs, 500 francs, 600 francs par jour, juste en mettant de côté leurs déchets, je pense qu'ils feront les efforts parce qu'ils en ont besoin. Et donc, il faut qu'on arrête de dire aujourd'hui, et nous ne sommes pas encore prêts dans ce processus, de s'émouvoir du mal de la planète. Je peux choquer en le disant, mais c'est une réalité. Il faut arrêter de dire aux gens, en Afrique, et nos gouvernants le premier, de leur dire triez vos déchets parce que c'est bien pour la planète. C'est faux. C'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de trier nos déchets pour améliorer nos conditions de vie, pour faciliter l'emploi, pour aider à l'éducation, pour créer, encore une fois, des emplois, pour créer des ressources nouvelles pour les États. Pour les États, par exemple, d'aspirer les jeunes qui sont dans la rue et qui se renferment constamment dans une logique purement contestataire. Voilà de vraies questions. Donc, quand je dis du déchet, on peut créer des passerelles, on y va même à la politique. Donc, et d'ailleurs, les crises politiques sont d'abord des crises sociales. Et je suis certain qu'avec le déchet, en créant des emplois, parce que c'est ce dont on a besoin, en améliorant la santé, en améliorant le cadre de vie, on aspire des milliers de jeunes encore de ces rues. Et donc, vous voyez le pouvoir du déchet. Je reviens à votre première question. Pourquoi le déchet est plus qu'un déchet? J'y crois dur comme fer, le déchet est plus qu'un déchet. Et pour vous, la gestion des déchets peut constituer un secteur d'avenir, vous voulez dire? C'est un secteur d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la course à l'urbanisation. Nous décrétons effectivement l'agenda de la COP. Nous décrétons tous les résultats pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous construisons des villes. Rien ne se fera sans la prise en compte de la gestion des déchets. Ce sont les villes qui ont amené la problématique déchets. C'est par les villes qu'il faudra régler ces problèmes, sinon les villes ne seront plus des villes, elles seront des décharges. Et malheureusement, nous sommes en train d'aller vers, et il va falloir qu'on se pose un peu, je prendrais un terme bas-la-terre, il va falloir passer par là et répondre véritablement à la question. Le développement de l'Afrique, le développement de nos États, le développement tel que souhaité au plus haut sommet de l'État, passera par le déchet, qu'on le veuille ou non. Et donc, j'en profite pour dire que nous ne sommes d'ailleurs pas prêts pour parler de développement durable. Nous en parlons depuis des années. Non, le développement durable doit être la finalité d'un processus qui s'appelle le développement soutenu. Travaillons d'abord à développer ce que nous avons, à sortir nos potentiels, arrêter de faire en sorte qu'il faut enfoncer des portes alors qu'elles sont ouvertes. Et à partir de ce moment, nous arriverons dans ce processus de développement durable où nous parlerons de transition écologique, où nous parlerons de transition énergétique. Aujourd'hui, c'est un leurre.
Alors, depuis 2015, la communauté internationale est engagée dans ce nouvel élan de développement durable à la faveur de l'adoption des ODD. Pour vous, ce n'est qu'une illusion? Non, ce n'est pas une illusion. Mais je veux dire que nous sommes dans un monde où il faut un mouvement d'ensemble. Et dans ce monde, nous ne sommes pas du tout égaux. Et d'ailleurs, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Nous ne sommes pas égaux parce que nous n'avons pas connu la même histoire industrielle. L'Europe, l'Occident est à sa 3e révolution industrielle et agricole. Nous n'en sommes pas à notre première. Donc, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Donc, et d'ailleurs, les points de blocage qu'il y a eu pendant les COP, parce que l'Afrique se disait, mais je n'ai pas été polluante, pourquoi aujourd'hui je devrais payer davantage? La Chine qui disait, mais c'est l'Europe, les Européens et les Américains qui étaient les premiers à polluer. Donc, vous voyez, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même processus. Mais j'ai aussi l'habitude de dire que nous avons 2 profils en Afrique, où l'Africain a 2 profils. Nous sommes soit des rugbymen, soit des pompiers pyromanes. Des rugbymen parce que nous savons saisir les essais, nous savons les transformer. L'exemple du téléphone filaire qui était un luxe et qui aujourd'hui ne se pose plus. Un paysan qui n'a pas d'électricité à la maison a quand même 2 téléphones portables. Donc le taux de pénétration d'Internet aujourd'hui dépasse ce que nous avons sur le continent européen et en Occident. Donc nous savons nous approprier les technologies, nous savons le faire. Pompiers pyromanes parce que nous trouvons toujours les bonnes solutions pour anéantir les bonnes solutions. Donc, quand vous prenez ces 2 profils, c'est représentatif de notre continent et c'est représentatif des mesures que nous prenons. Donc, voilà, je dirais ce que je pense. Edem Dalméda, oui. Vous qui avez fait vos armes en France, oui. Est-ce que votre approche ne risque-t-elle pas d'être critiquée, de vouloir transposer sur le continent des pratiques qui se font ailleurs alors que nous n'avons même pas les mêmes modes de consommation? Alors c'est justement ça mon combat. C'est qu'il faut sortir de la transposition. Il faut sortir des modèles prêts à porter et c'est exactement ce que je fais. Parce que pour connaître suffisamment ce qui se passe en Europe, pour connaître suffisamment ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde, et que je suis convaincu qu'en Afrique, nous avons notre angle de vue, nous avons nos spécificités, nous devons nous approprier ces essais, mais nous devons les adapter dans nos contextes locaux, sociaux, économiques, culturels. Voilà ce qui... Donc, on peut peut-être me reprocher peut-être de trop y croire. Bon, je laisse à ceux qui le pensent le soin de le penser. Ils ont le droit, j'ai aussi le droit de le penser. Ce qui en est, c'est qu'aujourd'hui, nous nous employons à démontrer et à faire la démonstration que ce que nous avançons est totalement logique, est totalement rentable et profitable pour le pays et pour le continent. On l'a compris, vous y avez foi, Edem Dalméda, et votre culture de la gestion des déchets, vous voulez l'implémenter dès la base, et c'est avec le projet Moi Je Trie. Alors pour les établissements scolaires, en quoi consiste-t-il? Alors Moi Je Trie est plus que pour les établissements scolaires. Les établissements scolaires sont un canal. Pour expliquer le projet, tout à l'heure, j'ai dit que je réfléchissais aux points qui nous faisaient défaut en Afrique. Et donc, la gestion des ménages, des déchets ménagers, pour moi, a été toujours déplacée ou réglée par des solutions d'urgence. Les solutions d'urgence, c'est nous collectons rapidement, nous nous débarrassons parce que la rue, elle est pleine, parce que la maison, elle est pleine, et nous les envoyons sur la décharge. Et puis, l'idée de mettre en place les centres d'enfouissement ou des centres de traitement. Très bien. Mais entre les deux, il manque quelque chose. Il manque un maillon de la chaîne, parce que c'est une chaîne à construire. Nous avons fait la démonstration que ce maillon, c'est l'école. Et donc, nous avons demandé aux écoles d'intégrer le programme Moi Je Trie, qui consiste en ceci. Nous vous aidons à mettre en place, nous finançons les bacs de tri sélectif. Donc, vous avez des écoles aujourd'hui avec un kit de 3 tri sélectifs, exactement comme cela se passe en Europe, plastique, métaux et papier. Mais l'intérêt, c'est que l'enfant doit absolument ramener les déchets recyclables
provenant de la maison. Ainsi, il éduque son père, exactement comme il lui dit, papa, tu as grillé le feu rouge, papa ne téléphone pas au volant. Il éduque sa mère parce que maman, tiens, ça je dois l'amener à l'école, c'est pour AGR, c'est pour le recyclage. Et donc petit à petit, on vient à faire du tri sélectif sans avoir de poubelle à la maison. Mais nous allons plus loin parce que notre modèle est toujours dans le cadre d'une économie circulaire, je dirais d'une économie circulaire territoriale. L'argent que nous donnons en rachetant les déchets, donc cette rémunération, l'école s'engage à financer un projet ou à contribuer à un projet économique, social, écologique dans son environnement immédiat. Je vous donne l'exemple de cette école qui a financé les équipements informatiques, une salle informatique d'une bibliothèque de quartier qui accueille 250 enfants dans la commune de Kodjovia-Kopé, dans le quartier de Kodjovia-Kopé à Lomé, grâce aux déchets. Donc voilà des résultats très palpables et qui portent ses fruits. Alors jusqu'à cet été, jusqu'au mois d'août, c'était 5000 élèves qui ont intégré ce programme. 5000 élèves sur la commune de Lomé qui ont intégré ce programme et dont 650 sont venus visiter le centre et ont trié avec nos salariés. À partir de cette rentrée, nous avons un déploiement en cours dans 100 nouvelles écoles. 100 nouvelles écoles, c'est 90 000 foyers éduqués, sensibilisés. Et les entreprises jouent le jeu, les représentations diplomatiques jouent le jeu, les institutions jouent le jeu, puisqu'elles s'associent à AGR aujourd'hui pour financer et cofinancer ces bacs de tri sélectif. Donc, je suis convaincu que petit à petit, en éduquant le citoyen et en lui faisant adopter le geste éco-citoyen, mais attention, en lui permettant de donner du sens à ce geste, parce qu'on veut toujours le changement, mais on ne l'accompagne pas, je suis convaincu que dans nos ménages, dans 10 ans, avec d'autres initiatives comme la nôtre, le tri sélectif est possible et sera réalité dans nos ménages. Et le principe cardinal de ce projet, c'est que plus tu ramènes de déchets recyclables, plus il y aura de sous pour le projet de ton école. C'est un peu la substance, hein, du moins je trie. Oui. Quels sont les projets, vous avez dit, une école qui a financé la salle informatique, est-ce qu'il y a des projets types qui concernent les écoles dans le cadre de ce mois je trie? Il n'y a pas de projet type, tout simplement parce qu'il y en a assez de fermer les gens dans des cases. Chacun définit son besoin. Nous travaillons ensemble pour voir s'il est pertinent dans le cadre de ce programme. Des écoles nous ont proposé simplement d'améliorer le tronçon qui passe devant leur école, tout simplement parce qu'en temps de pluie, c'était invivable. D'autres nous disent: nous souhaitons financer des tables bancs pour une école qui se retrouve en zone rurale. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons équipé, grâce au concours, je souhaite le dire, du service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo, nous finançons les équipements d'une école ici, du lycée d'Adido Gomé, qui a une population de 4000 élèves, une petite commune. Donc, nous avons ce travail-là, mais ce besoin, est-ce que ce lycée a besoin d'aller financer un projet dans son quartier? Non, parce que le besoin est dans l'école. La question de la collation, par exemple, on ne peut pas continuer à venir travailler ou à venir apprendre le ventre vide. La question des latrines, voilà, ce sont de vraies questions. Donc, rien n'est fermé, mais nous travaillons avec nos équipes au projet pour apporter, grâce aux déchets, du bien-être. Parce que pour vous, la culture de la meilleure gestion des déchets passe-t-elle par une éducation à la base? Absolument, absolument. La sensibilisation et l'éducation. Sans l'éducation, on aura beau faire, nous pouvons avoir les meilleurs centres, les plus beaux centres de tri, les plus gros centres, parce qu'il y a aussi une course, je trouve, à la grandeur des centres d'enfouissement, à la grandeur des centres d'incinération. Sans l'éducation, rien ne se fera. Je disais lors d'une manifestation récente que je n'ai jamais vu un décret présidentiel ou un décret ministériel qui dit aux citoyens: quand tu finis de boire ta bouteille d'eau, tu la jettes ou tu balances ton mouchoir par terre. Je n'ai jamais vu ça. Mais par contre, le citoyen, il lui revient de s'éduquer, de s'auto-éduquer. Je pense que, au lieu de dire, et ce que j'ai dit tout à l'heure, au lieu de dire que c'est mauvais pour la planète, jette, nous devons accompagner ce changement en attirant l'attention et en disant: écoute, c'est mal,
Mais voilà ce que ça peut te rapporter si ça ne va pas. Edem Dalméda, je vous donne maintenant ce phénomène qui semble être à la mode. Oui. C'est qu'on interdit dans plusieurs pays sur le continent la fabrication, l'utilisation des sachets plastiques. Et pourtant, ils dominent nos poubelles. Depuis, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Quel est votre avis sur cette question, puisque votre pays, le Togo, peine à se débarrasser des sachets plastiques? Mais bien sûr, bien sûr. J'ai dit tout à l'heure que Paris ne sera jamais Lomé, Lomé ne sera jamais Paris. J'ai envie de rappeler que Lomé ne sera jamais Kigali et que Kigali ne sera jamais Lomé, tout comme Abidjan ne sera jamais Kigali. La transposition n'était pas que des modèles venus du Nord. Bien sûr qu'il y a un exemple à suivre. Bien sûr que le Rwanda a fait des choses extraordinaires et qu'il faut aller dans ce sens. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de transposer ce que le Rwanda a réussi. Le Rwanda a réussi en y mettant des moyens et en y mettant d'abord une volonté, en y mettant les moyens, mais surtout avec un environnement qui permettait de... quand l'économie... On peut néanmoins se poser la question, qu'est-ce qui a pu marcher au Rwanda et qui n'arrive pas à l'être dans d'autres pays? Mais bien sûr, je vais y venir. Je pense que lorsque le Rwanda a décidé de ces mesures, les législateurs se sont assis. Il y a d'abord eu au sommet de l'État une volonté de dire « je veux que ça s'arrête ». Donc déjà dans l'avion, on vous prévient que votre sac ne passera pas la frontière. Ça, c'est déjà fort. Mais est-ce que l'industrie plasturgiste était forte au Rwanda comme elle l'est dans nos pays? Ce n'est pas le cas. Il y avait une agriculture beaucoup plus agricole, enfin une économie beaucoup plus agricole. Mais lorsque nous avons souhaité, pas seulement vouloir ressembler au Rwanda, mais parce que ça nous permet aussi de cocher des cases auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI, auprès des bailleurs, pour être responsables, nous avons oublié d'associer nos industriels parce que dans nos économies, je prends le cas du Cameroun, je prends le cas du Togo, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je prends même le cas du Maroc, le cas de l'Afrique du Sud, où toutes ces mesures ont été un échec parce qu'à aucun moment le législateur n'a associé ou n'a cherché à associer, en tout cas au départ, les industriels, de trouver des solutions différentes et n'a pas réfléchi à l'emploi que ça représentait. La plasturgie dans nos économies de ces pays que je cite, c'est 4 000 emplois par-ci, c'est 40 000 emplois pour d'autres, c'est 14 000 emplois pour d'autres. Donc quand vous décidez unilatéralement de baisser, alors que vous avez des industriels qui ont un contre-pouvoir de vous dire, écoutez monsieur, vous faites sauter cette loi, ou alors vous en faites ce que vous voulez, ou je ferme, parce que je pars, donc c'est moins d'impôts, et que j'arrête, je mets tout le monde au chômage. Et c'est des milliers de compatriotes au chômage. Bien sûr. Edem Dalméda, on l'a compris, nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau l'homme qui vit des déchets, dit-on. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu, un véritable honneur. Vous êtes le directeur général d'Africa Global Recycling. Merci à vous qui êtes resté à notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission.